Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 31 janvier 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, cette semaine, on va avoir une semaine assez chargée, que ce soit en événements macroéconomiques ou encore avec les publications des résultats des sociétés. On a quelques entreprises du CAC 40 qui vont débuter la publication des résultats. Il me semble qu'on a uniquement 3 ou 4 sociétés. Ça va surtout commencer à s'intensifier à partir de la semaine prochaine. Mais là, par contre, tous les regards vont être quand même braqués sur les grosses techs, étant donné, je vous montrerai le calendrier dans la partie macro, étant donné que l'on va avoir la publication de Alphabet, Amazon et Facebook, Meta. Alors, on a eu quand même une semaine agitée la semaine dernière, pas mal de volatilité, assez erratique, des rebonds un peu dans tous les sens, avec des grosses mèches. Globalement, Wall Street vendredi a quand même terminé sur un net rebond, terminant sur une note positive, une semaine, comme je vous le disais, agitée par la perspective du début de remontée des taux d'intérêt de la Fed et des résultats d'entreprise. Des résultats d'entreprise plutôt bons, globalement, mais qui sont vendus par les opérateurs. Donc, un marché qui fait du yo-yo, très clairement, qui se stabilise sur des gros niveaux de support et des investisseurs qui hésitent à prendre des risques. D'un autre côté, on a les banques qui commencent à s'enflammer et à nous dire que la Banque centrale américaine va relever ses taux 5, 6 ou 7 fois. Et justement, Bank of America, vendredi, a déclaré, en tout cas, elle s'attend à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt de 25 points de base à 7 reprises cette année à partir du mois de mars. Donc, on avait déjà Goldman Sachs qui tablait sur 5 hausses de taux. Bank of America estime qu'on va avoir 7 hausses de taux. Donc, on voit que le marché actuellement, une hausse de taux perd déjà 10%. Alors, j'ose pas imaginer 7 hausses de taux sur l'année. Deuxième problème, c'est de savoir si la Fed, en fait, va augmenter ses taux de 25 points de base au mois de mars ou de 50 points de base. Et là, pareil, il y a un degré d'incertitude et effectivement, on n'est pas à l'abri d'une hausse de 50 points de base. En tout cas, Jérôme Powell, lors de ses dernières annonces, n'a pas fermé la porte à cette hypothèse. Donc, pareil, tout va dépendre encore de l'évolution de l'inflation au cours des prochains mois, mais peut-être que lors de la prochaine réunion de Banque centrale au mois de février, Jérôme Powell pourrait adopter un ton encore un peu plus hawkish et potentiellement parler de 50 points de base. Donc, plusieurs scénarios et de l'incertitude. Maintenant, on a eu aussi vendredi les quelques indicateurs clés, justement, dont les dépenses de consommation des ménages américains qui ont quand même baissé le mois dernier sur fond de tensions sur les chaînes d'approvisionnement et de crise sanitaire, tandis que justement, à l'inverse, l'indice des prêts à la consommation PCE hors énergie et produits alimentaires a lui en revanche augmenté de 4,9% sur un an. Encore une fois, du jamais vu depuis 1983. Enfin, les marchés ont quand même été dopés par la plus grosse capitalisation boursière, à savoir Apple, étant donné que la publication des résultats d'entreprise a animé la fin de séance, en tout cas la séance de vendredi, puisque Apple a quasiment pris 7% après avoir dégagé un chiffre d'affaires record sur les 3 derniers mois de l'année. Donc globalement, vous voyez, on a des résultats plutôt bons pour la tech. Apple qui prend 7%. En revanche, Microsoft qui avait publié aussi des résultats un peu monstrueux. Bon, le titre ne s'est pas envolé de 7%. Au contraire, on a fait un beau gap aussi. Et derrière, les vendeurs ont quand même vendu. Ça a terminé en hausse la séance lorsqu'on a eu les publications de Microsoft. Mais on sent qu'on a des investisseurs assez frileux, très clairement, pour payer les grosses techs actuellement. Maintenant, en Europe, suite au rebond, au puissant rebond qu'on a eu vendredi, et bien forcément, on a eu un début de séance dans le vert, en tout cas. Malgré une semaine compliquée la semaine dernière, comme je vous le disais, face aux incertitudes sur le plan monétaire,
Et les craintes liées à une accélération du cycle de resserrement de la politique monétaire de la Fed, forcément, ont suscité un regain d'aversion pour le risque ces derniers jours. Donc, cette semaine, assez riche en événements, que ce soit banquiers centraux, résultats ou indicateurs macro. On aura les réunions de politique monétaire de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre jeudi. Donc, gros catalyseur à surveiller. Plusieurs indicateurs économiques, parmi lesquels l'inflation en zone euro mercredi et le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis vendredi, donc le fameux NFP. Donc là, une semaine clé, je trouve, et qui va justement derrière nous permettre d'avoir un peu plus de visibilité en plein marasme boursier. Enfin, on aura aussi l'indice des prêts à la consommation dans la zone euro qui sera publié mercredi. Et en attendant, les investisseurs aujourd'hui prendront connaissance des premiers chiffres de l'inflation allemande en janvier à 14h30. Et ce matin, ils ont pris aussi connaissance de la croissance économique de la zone euro au quatrième trimestre qui a été publié à 11h et qui malheureusement est ressorti en dessous des attentes. Et depuis la publication de cette statistique, eh bien, les indices évoluaient dans le vert. On avait un CAC 40 qui prenait quasiment 1% et qui est en train de retomber pour gagner seulement 0,1%. Concernant la partie macro, ici, les résultats des sociétés américaines à surveiller cette semaine. Je vous disais aussi en Europe qu'on avait quelques publications. La semaine dernière, on a eu LVMH qui a publié ses résultats. Là, je n'ai pas en tête les sociétés qui vont publier leurs résultats en Europe, mais on a uniquement, enfin pour le CAC 40, on a uniquement 3 ou 4 valeurs, dont Dassault, je crois, et peut-être Vinci, je ne suis pas sûr, je ne me souviens plus exactement, mais on n'a pas beaucoup de sociétés. Et par contre, on aura vraiment une pluie de résultats en Europe à partir de la semaine prochaine. En revanche, aux États-Unis, les grosses techs sont attendues au tournant. Netflix a déçu, Apple a rassuré, Microsoft, résultat impressionnant, mais j'ai trouvé que les investisseurs ont un peu hésité à savoir s'il fallait payer ou vendre le titre. On s'est plutôt stabilisé. Maintenant, aujourd'hui, bon, pas de grosses sociétés en tout cas. À partir de mardi, on aura du Dow Jones avec ExxonMobil. Ensuite, pas mal de tech, notamment avec Electronic Arts, MicroStrategy, dont le PDG a investi massivement sur le Bitcoin, Alphabet, surtout, une société qui pèse quand même plus de 1000 milliards de capitalisation boursière, PayPal et AMD. Ensuite, mercredi, de nouveau de la tech avec Spotify, Qualcomm et Meta, alias Facebook. Et on terminera avec Amazon. Et encore une fois, de la tech avec Activision Blizzard qui s'est déjà envolé suite au rachat de Microsoft. Mais globalement, une semaine très orientée valeurs technologiques. Donc, est-ce que ça va permettre au Nasdaq enfin de rebondir un peu, de reprendre des couleurs? Ou au contraire, si les résultats sont de nouveau vendus comme ce fut le cas la semaine dernière, bien, il faudra attendre que la poussière retombe. On pourrait aussi aller chercher de nouveau plus bas et dans ce cas-là, attendre une stabilisation de l'indice avant d'essayer de rentrer sur ces bulldozers. Mais actuellement, ce ne sont pas les valeurs recherchées par les investisseurs. On reste toujours, même si on assiste à une belle purge, on reste toujours dans une rotation sectorielle où les valeurs dites value sont recherchées par les opérateurs. Et effectivement, quand on regarde ce graphique, ici c'est l'indice Bloomberg des matières premières et c'est totalement bullish. Il faut aller là où se passe l'action, là où il y a du flux, là où il faut suivre l'argent très clairement. Et actuellement, l'argent se déplace sur les valeurs dites value, mais notamment sur les matières premières, comme le montre l'indice Bloomberg, qui affiche une hausse depuis le début de l'année de 9%, quand la plupart des indices cèdent au contraire 9, 10, voire 15% pour le Nasdaq sur les plus bas. À l'inverse, l'indice Bloomberg Commodities a clairement le vent en poupe. On a effectué une très belle clôture
la semaine dernière et on a même cassé justement cette fameuse résistance. Donc un indice qui depuis le crack lié au Covid a entamé une superbe reprise haussière. On est vraiment dans un marché bien orienté à la hausse. Plus 9% depuis le début de l'année, c'est quand même une très belle performance. Et en parallèle, on a cassé des niveaux clés. Hein. Rappelez-vous, sur le pétrole, nos zones mensuelles qui ont été breakées à la hausse. Effectivement, si on regarde l'indice Bloomberg qui enveloppe plusieurs matières premières, on avait pareil une belle zone ici. On travaillait depuis pas mal de temps, ici et là, vers janvier 2015-2014. Et cette zone a été cassée la semaine dernière à la hausse. Donc tout porte à croire maintenant que le marché, encore une fois, reste bien orienté pour aller chercher les prochains niveaux. Donc là, on aura une prochaine zone, vous voyez, vers le creux qu'on a eu ici, une belle zone de polarité. Donc globalement, je reste positif sur les matières premières, haussier, et de toute façon, je note actuellement aucun signaux baissier ou même de signe de ralentissement. Bien au contraire, les opérateurs cherchent à se positionner sur les matières premières. Partie technique maintenant. Direction notre bon vieux CAC 40. Bon, on a sauvé la divergence. Elle n'est pas validée finalement. Le CAC 40 reste vraiment robuste dans son ensemble, très clairement. Quand on compare le Dow Jones, surtout le Nasdaq, eh bien, le CAC 40 est assez solide. C'est l'indice qui surperforme, si vous voulez, dans la baisse actuellement. Encore une fois, si vous êtes acheteur, eh bien, privilégiez le CAC 40. Si vous êtes vendeur, vendez l'indice le plus faible, qui est le Nasdaq. Maintenant, on a sauvé notre plat Kijun, c'est un bon point. Ce soir, nous avons les clôtures mensuelles. Donc, hâte de voir la bougie actuellement. Un CAC 40 qui se défend plutôt bien, je trouve, qui était sur un début de dark cloud cover vendredi, finalement a repris de la hauteur. Et si on clôture comme ça, on aurait juste un doji sur un sommet historique. Donc, à voir derrière ce que ça va donner. Mais globalement, sur les US, comme je vous le disais, quand on regarde le S&P, le Dow Jones, même le DAX, c'est pas terrible. On a une bougie mensuelle qui ressemble à un avalement baissier avec une divergence. Donc, j'attends vraiment avec impatience la clôture mensuelle ce soir. Maintenant, en données daily, on a une zone clé qui m'intéresse aux alentours des 50% en fait. Potentiellement un scénario d'épaule tête épaule qui sera en train de se former. Bon, on se situait sur un niveau ici pas très intéressant. En fait, le CAC respecte bien ces niveaux et je vous disais, bon, pour tenter une vente de nouveau, ce serait intéressant. Voilà, j'attends le plat qui jaune en fait. Ici, je trouvais qu'on avait une très belle zone, mais le CAC 40 n'a pas la force en fait d'aller chercher ce niveau. Et je vous disais, voilà, la zone qui m'intéresse, moi, c'est MM50 qui arriverait ici sur le niveau des 50 pour vendre en fait une nouvelle fois. Voilà la stratégie. Et si on n'arrive pas à faire ce scénario, eh bien, j'ai peur qu'on s'inscrive en fait dans un range, enfin du moins peur. Malheureusement qu'on ne fasse pas mon plan et que, vous voyez, il manque pas grand-chose à l'indice, mais qu'on se stabilise dans un range. Là actuellement, pour moi, je trouve qu'on est un peu au milieu du désert, au milieu de nulle part sur cet indice. Et très clairement, les niveaux qui vont m'intéresser, soit l'achat, j'ai quand même envie de privilégier les ventes actuellement. J'estime qu'on est toujours dans un flux vendeur et qu'on assiste à un rebond. Si on casse ce gros niveau, qu'on repasse au-dessus de la MM50, alors, pour ma part, les acheteurs reprendront au-dessus des, enfin reprendront l'ascendant psychologique. Maintenant, scénario de trading range peut-être à prévoir entre 7050
et 6875. Pour l'instant, c'est un niveau ici, on est au milieu du range, donc pas très intéressant. En revanche, si finalement le CAC parvient à reprendre de la hauteur et tape le niveau des 50 sans casser la MM50 et que derrière on a un beau signal, alors je passerai vendeur avec un stop loss au-dessus pour de nouveau viser un retour par ici. Et là actuellement, bon, on est vraiment dans un range horaire. Dans un range horaire, voilà, je l'attends un peu plus haut, le CAC 40, très clairement, c'est un niveau ici ou à l'achat, plus par ici. Mais là, tel quel, c'est un peu un niveau pas très pertinent, très clairement. Concernant l'indice allemand, le DAX, on a un beau range, pareil, sur l'indice allemand qui est en train de se dessiner en données horaires. On est de nouveau venu taper la zone des 15 006, ça retombe, on a un joli petit gap à venir fermer. Pareil, j'aimerais bien l'attendre, enfin, l'avoir un peu plus haut si on bascule en données 4 heures. Voilà, comme c'est le même scénario que le CAC en fait. On a un beau niveau à 50%, une MM50 qui commence doucement à retomber. Et donc, ce serait idéal d'essayer d'attraper, en tout cas l'indice allemand, de le vendre proche des 50% sur MM50, une nouvelle fois. Voilà, ça avait donné un bon résultat ici, vous voyez, MM50 horaire sur zone, signal baissier, en intraday, ça va donner quelques points juste une première fois, pas la deuxième fois, mais généralement c'est un setup qui marche une fois, pas deux, et donc une fois qu'il a été validé en données horaires, eh bien je l'attends sur l'unité de temps supérieure, à savoir en données 4 heures. Sur zone, encore une fois, et là ce serait le niveau des 50%. Mais pour l'heure, on est dans un range, effectivement. Mais voilà, on a un beau niveau, plaqué June, et même 200, et même 50. Voilà, ce serait bien que le DAX arrive à nous faire une belle mèche par ici pour de nouveau vendre et réintégrer le range en fait. En données weekly, voilà, pour moi, on a cassé un niveau. Il y a quelque chose qui s'est produit sur l'indice allemand. On a cassé un seuil clé. On est venu pullbacker en fait notre petite jaune. Mais j'aimerais bien qu'on vienne chercher un peu plus haut, qu'on fasse un gros rebond sur Tenkan Kijun ici, avant de retomber. Mais pour l'instant, j'estime que les vendeurs gardent toujours la main et qu'on s'inscrit actuellement dans un rebond. Et que si on casse la zone des 50%, comme sur le CAC, alors là, je reverrai ma feuille de route. Mais pour l'heure, ça reste timide, ça reste fragile et on s'inscrit dans un rebond à la fois dans un range. Et le Dow Jones, ce serait pareil, d'aller chercher les 50, vous voyez. On a fait un beau marteau, on a réussi à sauver les meubles. Très clairement, on est dans un range. Je pense qu'on a un gros range par ici qui est en train de se former. Et ce serait pareil d'aller chercher les 50%. Là, ça va ouvrir, ça va se mettre à plat. Et de venir chercher les 50% sur le Dow Jones si le rebond parvient à aller un peu plus haut. En données horaires, on a quand même eu un bel avalement haussier sur un gros niveau technique. Donc pareil, avalement haussier ici. Voilà pourquoi j'estime que le marché, les US pourraient aller chercher un peu plus haut. Je vous disais, normalement, les US ont tendance à retracer 50 voire 61,8. C'est enfin stabilisé ici. On a eu un chandelier plutôt encourageant. Donc maintenant, voyons voir jusqu'où les acheteurs ont de la force. Et dans ce cas-là, si vous êtes acheteur, visez 50, 61,8. Maintenant, des niveaux que j'ai envie de surveiller pour de nouveau revendre l'indice, soit 50, soit à 61,8. En données 4 heures,
Bon, sur le cash, pas grand-chose à dire, à part voilà, les niveaux qu'on a évoqués en hebdomadaire à reconquérir, la Tenkan Kijun qui représente les 50% données hebdomadaires, l'avalement daily qu'on a formé vendredi, donc des zones clés à aller chercher à la hausse. Maintenant, si on bascule sur les futurs, pour voir un peu dans le rouge, ok, on bute. Voilà, on a vraiment un magnifique range qui est en place ici. Toujours trader le range. Donc là, effectivement, il y a eu un avalement baissier ce matin. Bon, pas de précipitation, on débute la semaine. Ce serait un jour de semaine, mardi, mercredi, jeudi. Pourquoi pas tenter une vente, mais là, les opérateurs vont revenir après un week-end, voilà, après un long week-end. On a un premier signal baissier. Bon, laissons le marché digérer et attendons de voir dans quelle direction il a envie de partir. Pas de précipitation sur le Dow Jones. On a un gros range à trader, effectivement. Si le signal est validé, c'est stop loss au-dessus et de nouveau TP1, TP2. On a eu des signaux assez haussiers en fin de semaine dernière, donc pas de précipitation ce début de journée. On a aussi l'inflation qui va tomber, mais en Allemagne, donc moins important pour le Dow Jones. Mais bon, dans tous les cas, voilà. Laissons le temps au marché, attendons l'ouverture à 15h30 pour voir un peu si ce signal-là qu'on a validé sur les futurs va être confirmé ou au contraire, on va venir combler le gap et si on casse, voilà. On sera fixé, on ira chercher les 51%, voire les 61%. Et malheureusement, si on échoue et qu'on continue de végéter ici, eh bien, pourquoi pas mettre en place de nouveau une stratégie vendeuse avec un stop loss au-dessus et encore une fois, stratégie de ping-pong entre les deux bords. Mais pour l'heure, mise en place d'un plan de trading, mais qui selon moi sera opérationnel à partir de 15h30. Le Forex. L'euro-dollar, j'ai très clairement envie de mettre un plan vendeur sur cette paire. Pour moi, c'est baissier. De toute façon, l'euro-dollar, la bougie hebdomadaire est magnifique. On a cassé la zone de polarité. J'ai très envie de mettre en place un plan vendeur tout de suite sur cette paire. Mais pareil, début de semaine, pourquoi pas attendre aussi l'ouverture à 15h30. C'est juste ça qui me bloque un peu, mais quand je vois la dynamique actuellement, cassure zone de polarité, pullback, très envie de mettre en place un plan de trading avec une vente et viser les indices 75. Globalement, si je dézoome un peu et qu'on regarde en données daily, je ne suis pas convaincu du rebond. Pour moi, c'est un pullback, pleine accélération baissière, le marché avait besoin de souffler. On a notre zone 1,1180, 1,12. Ensuite, si je bascule en données 4 heures, effectivement, il faudrait au moins attendre, mais bon, on est en train de. Il faudrait valider l'avalement ici baissier, placer un stop loss au-dessus de sa Kijun, 1,1220 pour aller chercher 1,1075. Voilà. En données 4 heures, il manque pas grand-chose. Si on bascule en données horaires, bah, clairement, j'ai eu mon avalement baissier dans ma zone en données horaires. Et si je bascule en données 4 heures, 15 minutes même, chose rare, bon, c'est un peu tard. On avait un double top. Avant que je débute l'émission, j'avais remarqué qu'on formait un magnifique double top. Donc celles et ceux qui voulaient vendre ici, ça a quasiment déjà gagné quelques pips. Mais ça fait un peu tard. Non, je pensais qu'il se serait validé. Pas dans l'immédiat. En tout cas, je l'avais remarqué avant de débuter l'émission qu'on avait un joli signal 15 minutes. Pourquoi pas tenter? Bon, maintenant en horaire, on a déjà eu un break baissier sur zone. Bon, l'idéal, ce serait d'avoir un break baissier 4 heures, très clairement. Voilà, d'où mon invitation à attendre, pareil, l'ouverture US 15h30 pour pas se précipiter. Mais globalement, ça reste baissier et comme je vous le disais, je cherche des ventes sur l'euro-dollar, pas d'achat, plutôt des ventes, mais dans une zone. Celles et ceux qui veulent tenter une vente ici, pourquoi pas. Petit levier dans ce cas-là, stop loss au-dessus du plaquis jaune, donc 1,1223.
par ici. Donc ça, ce serait une vente pour les traders les plus agressifs. Les autres attendront, je pense, le break 4 heures, voilà, l'avalement 4 heures pour confirmer, stop loss au même endroit et aller chercher un 10,75 et un 10. L'euro GBP, je vous ai parlé de cette paire pas mal de fois. On arrive sur ma zone chaude, le range annuel. Donc là, on a BCE et BOE, c'est qui tout double. Voilà. On a ce fameux niveau que je surveille depuis des semaines maintenant. Un range annuel, un support annuel. Et juste avant les banques centrales, que ce soit la Banque d'Angleterre ou la Banque européenne, on est sur un gros niveau de support. Donc là, vraiment, pour moi, ça va être focus sur cette paire cette semaine. Il y a vraiment moyen de faire un super trade swing à moyen long terme. Que ce soit si le support tient un gros rebond, je pense qu'on pourrait rebondir violemment. En revanche, si on casse, on peut aller chercher très très bas derrière. Il y a au moins 100 voire 200 pips à prendre, même plus. Je suis gentil, je dirais même plus entre 300 et 400 pips à prendre sur cette paire en swing. À la baisse comme à la hausse. À la hausse, ça me paraît un peu plus limité. En revanche, si on casse à la baisse, je n'exclus pas vraiment un retour oui, vers les 0,80, 0,80, 0,77 même. Donc à surveiller, c'est vraiment l'un des gros trades que je surveille actuellement, l'un des gros scénarios clés. Pour l'instant, pas de signal de retournement, c'est baissier, pas de précipitation. Le marché peut nous faire des mèches sur excès, donc si vous êtes vendeur, attendez la clôture et surtout attendez les banques centrales. On ne va pas s'amuser à prendre un trade juste avant les banques centrales, sauf si gros signal et qu'on a de la marge, auquel cas très bien on pourra se protéger rapidement. Mais si ce n'est pas le cas, voilà, pas de précipitation, surveillez le range, attendez un signal, au moins daily. Voilà, pour l'instant c'est baissier, pas de signal, donc laissons le marché aller chercher les 0,83, mais je vais faire le suivi toute la semaine. Ensuite, j'ai le NZD Yen qui m'intéresse aussi, dans le sens en fait où il a ouvert avec un gap baissier. Vous voyez, on a ouvert avec un gap baissier et on est en train de former un avalement. Bon, pourquoi pas tenter un achat. Le problème, c'est qu'on est sous résistance. Vous la voyez très bien, elle est juste ici. On va dézoomer un peu. Notre zone de résistance, elle est par ici. Voilà. Les deux mèches ici, les trois mèches, la clôture, la mèche. Donc là, on est sous résistance. Donc c'est la condition en fait pour que ce trade soit valide, c'est qu'on est en train de former un chandelier de retournement, un avalement haussier, mais on ne va pas payer sous résistance. Si on fait l'avalement haussier et qu'on break ce niveau, alors pourquoi pas payer avec un stop loss. Voilà ici. Voilà la condition actuellement, c'est que l'aval sur clôture et que la zone soit cassée en clôture. Parce que sinon, là, c'est un coup à se prendre les pieds dans le tapis, juste un pullback, ça retombe derrière, on se fait sortir bêtement le lendemain. Donc, voilà le plan que je suis en train de surveiller aussi, l'avalement haussier qu'on est en train de former suite au gap baissier, chose rare sur le Forex. Voilà, il faut une clôture au-dessus du seuil psychologique des 76. Voilà, 76,05, 76,10, ce serait l'idéal. En données 4 heures, est-ce que j'ai plus d'informations que ça? Pas vraiment. Non, on est sous zone et la MM50 pourrait justement bloquer derrière. Donc à surveiller. Vous voyez que voilà, on a quand même bien travaillé en données 4 heures avant de casser, tac, tac. Donc, pour l'instant, on est sur un pullback. Si on casse, eh bien, vous connaissez le plan. Un plan à l'achat. Sinon, au contraire, on peut même, si c'est invalidé, tenter une vente sur signal. Pourquoi pas?
On a vraiment un flux baissier, on a cassé une belle zone. Pourquoi pas tenter une vente même, si vous voyez que le marché est maintenu en échec et qu'on a un joli signal de retournement. Pour l'instant, je privilégie plutôt un signal haussier, vu la structure, mais clôture au-dessus des 76. Sinon, invalidation de ce plan. Le gold, qui a clairement du plomb dans l'aile. On a validé la divergence. Alors, on va commencer par basculer sur l'unité de temps hebdomadaire. Bon, en hebdo, c'est pas joli. Voilà, on retombe dans un scénario que j'avais pas envie de voir, à savoir prisonnier entre Kijun, Tenkan et MM50. Et là, généralement, c'est des scénarios chiants, compliqués, piégeux, encore une fois, car on n'est pas sur un marché directionnel, on est sur un marché qui est bloqué à la hausse par des niveaux, bloqué à la baisse par des seuils clés, et on rentre en territoire vaseux, en porte de saloon, et des marchés difficiles à trader, très clairement. D'un autre côté, j'ai des signaux baissiers qui se sont validés, que ce soit peut-être la sortie de ce triangle. Je vais quand même surveiller la clôture mensuelle. Voilà. Pour moi, elle est vraiment importante, cette clôture mensuelle. Mais si on clôture sous Tenkan, ça va de nouveau être un véritable enfer sur le gold. On va repartir dans ce scénario-là. Fausse sortie à la hausse, fausse cassure par le bas et de porte de saloon, de range compliqué. Voilà. Pour l'instant, c'est pas gagné. Il faudrait clôture au-dessus des 1805. Je ferai pas une prévision, mais j'essaierai de cartographier un peu plus le gold après la clôture mensuelle. Mais là, pour l'instant, ça s'annonce un peu compliqué, très clairement. On est sur une belle zone de support. Ce qu'il faut payer là, vous voyez, on avait notre canal, on a quand même cassé la borne basse du canal, ça me dérange. Est-ce qu'on n'a pas un triangle aussi? Je suis vraiment tiraillé sur le gold, vraiment tiraillé. D'un autre côté, on a une divergence 4 heures qui vient de se valider. Effectivement, c'était un plan qu'on avait surveillé. On a une divergence 4 heures qui a été validée. On a une divergence Tenkan Kijun qui est en train de se mettre en place aussi. Et j'ai la divergence horaire qui a été validée aussi. Là, tac, divergence horaire qui a été validée vendredi justement. Donc effectivement, si on se base sur les signaux courts, horaire 4 heures, le marché nous indique qu'on a un creux de marché. On a fait un creux de marché sur zone en plus. Mais sur les unités hautes, c'est pas glorieux non plus. Donc, je suis vraiment tiraillé. J'ai bien envie de tenter un trade à l'achat, honnêtement, je vous le dis. Mais encore une fois, j'attendrai l'ouverture des bourses américaines à 15h30. Effectivement, notre divergence ici est validée. On a un beau point d'entrée, un stop loss qui est pas cher pour le coup. Attendez, j'ai peut-être dit une bêtise. Non, elle n'est pas validée justement. Parce qu'on 23,13, le plus bas. 23. Bon, c'est limite. Elle est franchement limite. Ouais, on a une toute petite divergence. Toute petite divergence. Bon, elle est très limite. Ça peut se tenter. Dans ce cas-là, allez-y vraiment doucement. Voilà, sur cette position, on est quand même sur un flux baissier. On est sur une zone. Le stop loss n'est pas cher, je le reconnais. Mais encore une fois,
J'attendrai l'ouverture à 15h30. Si on reprend un peu de la hauteur à 15h30, en données horaires, on break le MM50, alors oui, on peut tenter un achat. Le stop loss est pas cher, petite position et on peut avoir un beau rebond. En revanche, à 15h30, on ne parvient pas à passer au-dessus de la MM50. Enfin, tout le long de la séance, on ne parvient pas à passer la MM50. Au contraire, on végète ici, ça retombe un peu, on laisse tomber le plan, on ne rentrera pas dans ce plan-là. Voilà comment je vois les choses actuellement sur le gold. Pareil, des conditions requises, une nouvelle fois, pour moi, ce sera au moins le break. Parce que la divergence ici a fonctionné, mais ça n'a pas permis au gold non plus de reprendre de la hauteur. Hein. On peut très bien retomber. Et donc, ce serait très embêtant. Ça reste baissier, il en est dans un range. Si on a une belle bougie qui nous casse la même 50, alors oui, tenter la divergence 4 heures avec le stop loss ici. Mais sinon, si d'ici ce soir, on n'arrive pas à break la même 50, on laisse tomber la divergence, on ne rentre pas dans ce trade et on attendra encore un peu. Le Brent. Ça consolide. On est au-dessus de la zone. Divergence en cours de formation. Elle n'est pas validée. Effectivement, une petite divergence. Voilà, ça permettrait peut-être de souffler. Je reste quand même positif sur le Brent, mais ce serait agréable d'avoir un petit repli si on valide la divergence. Voilà, de petite jaune qui pourra remonter, pullbacker avant de repartir. Bon, ce qui m'embête, c'est que déjà, elle n'est pas validée. 2, on n'a pas cassé notre Tenkan, donc on est sur support. Vous voyez, on avait le pic ici, tac, cassé. Pour l'instant, on est sur un pullback. Donc, aucune raison de vendre un support et une divergence qui n'est pas validée. Si on casse notre Tenkan et qu'on valide la divergence, pour le coup, je tenterai une stratégie vendeuse juste pour aller chercher cette zone-là. Et de nouveau, chercher des achats ici. Voilà le plan de la semaine sur le Brent. Mais ici, j'ai beau basculer en données 4 heures, pour l'instant, je n'ai pas envie de vendre le pétrole. Je vais un peu licher mon coup pour voir un peu plus. Ouais. Vous voyez, on a nos tops ici, notre 1, 2, 3, 4 tops, pullback, pullback. Pour l'instant, c'est une mini zone de polarité avec un M50. Bon, les acheteurs gardent la main. Voilà. Pour moi, ça reste haussier. Si on break la MM50 et qu'on clôture sur notre Tenkan, alors stratégie vendeuse pour retourner sur 85,50. Et ici, je chercherai des achats une nouvelle fois. Mais pour l'heure, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, ça reste haussier. Notre div n'est pas validé. On a aussi notre plat Kijun qui est juste en soutien. Donc pas d'alerte baissière. Mais à surveiller, effectivement, on est en train de former quelque chose d'intéressant sur le Brent. Et il n'a pas vraiment respiré encore, il a juste consolidé. Et effectivement, une petite respiration, ça lui ferait pas de mal. Voilà pourquoi un petit plan vendeur pourrait se mettre en place. Mais pour l'heure, trop tôt. Voilà, celles et ceux qui ont payé ici la sortie de range, peut-être que vous avez pris un TP1, mis un stop à break-even. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien, laissez votre stop loss ici. Et si vous voyez que le marché clôture sous la MM50 et enfonce votre Tenkan et que votre stop loss est un peu plus bas, ne restez pas en mode espoir. Sortez du marché très clairement. Prenez votre perte, ce sera une mini perte, mais si le stop loss était placé ici, mais au moins prenez votre perte. On aura validé la divergence, on aura cassé le support, ça ne sert à rien de rester en mode espoir. Voilà la condition. Pour l'instant, c'est haussier. Si on casse, celles et ceux qui sont à l'achat,
prenez votre perte, car sur les unités de temps supérieures, on aura des signaux baissiers validés avec la cassure de Tenkan, la cassure du précédent top, et logiquement, ça devrait nous donner la confirmation d'une divergence baissière. Sur le light, pareil, on a une petite divergence qui s'est formée, mais la zone est assez basse. Je préfère le plan sur le Brent actuellement, mais c'est la même chose. Et le range, pullback, pareil, seulement que notre grosse zone, elle est un peu plus bas. Mais c'est un copier-coller du Brent. Effectivement, si on doit se replier, pour le coup, il y a plus de place. Alors, ce sera un vrai pullback, on l'a déjà fait ici. Bon, si le marché a besoin de souffler, bah voilà, la zone à aller chercher, c'est les 84, 83, 40. Mais sinon, la structure des prix, c'est exactement la même. On fait des doji et on est en train de former une petite divergence baissière. Juste ici. Donc pareil, elle n'est pas validée, à surveiller. Mais le marché marque une pause. Néanmoins, les acheteurs, pour l'instant, gardent la main. Ça reste aussi en horaire 4 heures daily. Donc, pas d'alerte baissière tant qu'on n'a pas des cassures de support ou une divergence baissière confirmée. Le BTC maintenant. Bah là, c'est la clôture mensuelle que j'attends. Pour l'instant, c'est bon. C'est pas glorieux non plus, très clairement. Mais j'aimerais qu'on préserve les 50%. Car si on clôture sous les 50, il y a vraiment une forte probabilité qu'on fasse la rotation complète, et qu'on aille chercher les 30 000 $. Bon, ça tient, ça reste très fragile, on n'a toujours pas cassé de résistance, on n'a toujours pas de chandelier de retournement. Le scénario d'un range n'est pas écarté très clairement, bien au contraire. Quand on bascule sur les unités de temps un peu plus courtes, surtout en hebdomadaire, effectivement, on se rend compte qu'on a un magnifique range ici, et que le marché a retracé, enfin, a fait les 3/4 du chemin, et qu'il manque un petit quart pour aller chercher finalement les 30 000 $. Bon, pour moi, c'est un niveau clé, un niveau intéressant en tout cas pour commencer à effectuer des achats à bon compte. Dans un premier temps. Maintenant, en données daily, on va pas se mentir, mais c'est baissier en fait. On n'a pas de signal de retournement, hein. Des plus hauts, des plus bas, 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 des plus hauts, des plus bas. J'aimerais bien qu'on aille enfin à 30 000 $. Mais là, on est vraiment dans un escalier. Vous voyez, ça respecte vraiment la théorie de dos et on est dans un range, on n'est pas vraiment en tendance haussière, sauf à très long terme, mais à moyen terme, on est vraiment dans un range. À court terme, c'est baissier. Et ça deviendra intéressant si on casse des résistances. Car pour l'instant, par tenter de sauver des supports, mais ils lâchent tous un à un, que ce soit ici, ici. Bon, là, il y a un petit support, c'est le niveau des 50%. On peut très bien faire la clôture mensuelle au-dessus des 50, et puis, comme je le disais, en mois de février, se faire une frayeur. Se faire une frayeur sur mèche ici, avant de clôturer au-dessus, et de faire de nouveau une nouvelle rotation. Bon, pour l'heure, pas de plan. C'est baissier, on est sur des niveaux qui ne sont pas pertinents, ça deviendra intéressant si on casse l'oblique. Celles et ceux qui font du trading, eh bien, vous pouvez tenter de jouer les divergences comme ce fut le cas la semaine dernière. Celles et ceux qui font du DCA, rien ne presse. Attendez, vous pouvez certainement avoir du BTC moins cher. C'est bien de moyenner le prix sur le BTC, mais c'est aussi bien de market timer le marché. Le but de l'analyse technique, c'est pas de dire je fais du DCA, je rentre n'importe où, n'importe quand. C'est aussi d'utiliser le market timing via des niveaux clés. Donc là, la personne qui fait du DCA, aucun intérêt de rentrer sur ce niveau.
pas du tout pertinent. Dans ce cas-là, soit attendre un signal de reprise haussière, peut-être rater un bout de hausse, mais au moins un signal de confirmation. Sinon, faire du DCA, oui, sur la prochaine zone de support si on a un signal, comme ce fut le cas ici. Voilà, au moins on travaille correctement et intelligemment le marché et surtout, on utilise le market timing. Et pour l'heure, que ce soit en daily ou même en 4 heures, c'est pas palpitant. En tout cas, c'est baissier, on a un flux vendeur, on a de moins en moins de volume, ça diminue, mais pour autant, les acheteurs ne sont pas très présents non plus. Donc je laisse faire ce marché, je l'attends un peu plus bas, tout simplement. Rien de presse, que ce soit à la baisse ou même à la hausse. L'Ethereum, bon, même combat. 50 plaquettes jaunes. Donc effectivement, j'aimerais que ce niveau soit le point bas sur l'Ethereum. L'objectif de la divergence qui a été atteint, on a fait un bel excès. Là, pour le coup, on a un niveau clé à tenir. Pareil, j'aimerais bien que les prix conservent ce niveau-là, qu'on ne passe pas sous le nuage, très clairement. En données daily, c'est compliqué, il a du mal. On a fait une belle clôture hebdomadaire, on est repassé au-dessus de la zone, là on est en train de retomber. Bon, on a déjà eu un début de stabilisation sur l'Ethereum. Il ne faut vraiment pas qu'on break les mèches ici. Sinon, on va aller direct on ira direct à 1250. Hein. Si on break les plus bas ici, je vois vraiment pas ce qui empêchera le marché d'aller plus bas en direction des 1950. Et là, pour le coup, on a une très belle zone de polarité. Mais comme sur le BTC. Donc, espérons qu'on ait une surperformance de l'Ethereum. En tout cas, il semble se stabiliser. J'ai envie de voir la clôture mensuelle, en fait. En données 4 heures. Bon, la divergence a stabilisé les prix, en tout cas. Mais est-ce que j'ai envie de payer ici? Non. Est-ce que j'ai envie de vendre? Non plus. Donc, vraiment un sentiment de neutralité. Voilà. Déjà 3 points de contact. Bon. Surveillons cette oblique. Si on casse notre oblique, pareil, ne vous précipitez pas à l'achat. À mon avis, on ira plus bas comme sur le BTC. Mais c'est une meilleure tête quand même, l'Ethereum que le BTC. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de payer non plus. Et vendre, non, parce qu'on est en plein milieu du support. Donc, j'arrive pas à savoir si on est en train de casser la zone ou au contraire, on tente de la sauver après la clôture hebdo au-dessus. Donc, pour l'instant, plutôt neutre sur l'Ethereum. Et on verra demain, surtout avec la clôture mensuelle. Car pour moi, on se situe vraiment sur un niveau clé, ce niveau des 50%. Notre plaquette jaune aussi, il ne faut vraiment pas qu'on ait une clôture mensuelle sous ce niveau, sinon à mon avis, on va aller plus bas très clairement sur l'Ethereum et le BTC si la clôture mensuelle est moche. Voilà. Donc on fera le point demain. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.